Bonjour à tous, rebonjour. Ceux qui nous rejoignent, c'est la deuxième partie de cette matinale d'info sur Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France qui nous rediffusent, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, et puis TV5 Monde qui nous diffuse sur ses 9 antennes à travers le monde. Aujourd'hui, l'invité politique de Territoire d'Info en direct sur ce plateau, c'est Frédéric Lefebvre. Bonjour, vous êtes ancien ministre, délégué national d'Agir, et pour vous interroger, à mes côtés sur ce plateau ce matin, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Et Yannick Halimi du Parisien, aujourd'hui en France. Et oui, le Parisien est aussi un quotidien régional. Merci d'être présent sur ce plateau, Yannick Halimi. Merci. Frédéric Lefebvre, un livre, Chaos, histoire secrète de la guerre des droites, chez Michel Lafon, un document. On va en parler tout à l'heure au cours de l'interview politique, mais on va démarrer avec l'actualité, qui est l'ancien ministre de la Ville, Jean-Louis Borloo, qui a rendu hier son rapport au gouvernement sur les banlieues, un plan très ambitieux. Est-ce que c'est à la hauteur du problème, vous qui avez été ministre ? Je pense que ce rapport a le mérite d'abord d'être ambitieux et ensuite de ne pas voir simplement la question de la banlieue par le côté investissement dans l'urbain, mais investissement dans l'homme. Et d'ailleurs, je rends hommage dans mon livre, Chaos, à Jean-Louis Borloo, notamment sur cette question, parce que j'aborde beaucoup cette question. Et je pense qu'enfin, si ce rapport, et attention, si on vient piquer 2-3 mesures dans le rapport, ça ne fonctionnera pas. C'est ce que vous craignez, parce que Emmanuel Macron doit présenter son plan de mobilisation au mois de mai. C'est évidemment ce que je crains. Est-ce que vous craignez qu'en gros, le gouvernement ne s'en inspire pas, quoi ? Je crains que, comme souvent les gouvernements le font, ils piochent 2-3 mesures, alors que toute la force de ce rapport, c'est sa cohérence. Quand je dis investir dans l'homme, j'ai cette formule d'ailleurs dans le livre, plutôt que d'investir pour dorer la cage, il faut ouvrir les portes de la cage. Et je pense que ce qui est très frappant quand on va, comme je l'ai fait à Roubaix, dans des zones où on voit beaucoup de détresse humaine, je pense qu'on a déversé souvent des centaines de millions d'euros dans de l'investissement urbain et on ne s'est pas occupé en réalité des hommes et des femmes. Et je pense que c'est ça qu'il y a dans ce rapport, et c'est ça qui me paraît essentiel. Oui, justement, Frédéric Lefebvre, vous avez parfaitement raison. Jean-Louis Borloo souligne le fait que ce n'est pas tellement un problème de financement et de rajouter des milliards aux milliards, mais c'est un problème d'allocation des ressources et de mise en route des administrations et de tous les acteurs sur le terrain. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de voir et une critique très forte que Jean-Louis Borloo fait justement au blocage dans la mise en œuvre de politiques déjà lancées ? Je suis 100% d'accord. Vous savez, quand on est au gouvernement, il y a d'abord une première phase où on doit mettre toute son énergie pour agir, avec face à soi des technocrates qui sont là pour appliquer ce que eux pensent être la bonne politique pour le pays. Mais ensuite, ce qui est encore plus frustrant, et qu'il a vécu comme je l'ai vécu, c'est qu'au moment où vous partez, ces mêmes technocrates qui considèrent que vous êtes un homme de passage mettent la même énergie à défaire ce que vous avez fait. Vous parlez de Bercy, là ? Bercy et d'autres administrations, c'est le drame. Jean-Louis Borloo stigmatise un des drames de la France. Ouais. Et donc moi, je suis très en phase avec Jean-Louis sur ces questions. Regardez par exemple, comme c'est très frappant, un certain nombre des maires de banlieue, quelle que soit leur couleur politique aujourd'hui, voient ce rapport comme une sorte de dernier espoir. Ils ont été quand même très mécontents, ces maires de banlieue, de l'attitude d'Emmanuel Macron. En gros, pendant la campagne, il jouait au foot avec les gamins à Sarcelles, et puis après, il n'a plus du tout parlé de la banlieue. C'est quand même particulier. Oui, mais enfin, en même temps, vous savez, on fait souvent des procès aux gouvernants. On est même à peine à 1 an de mandat. Regardez, ce rapport arrive, maintenant on va voir. Moi, je souhaite évidemment qu'on rentre dans une action, mais je vais même vous dire autre chose. Le formidable travail qu'a fait Jean-Louis Borloo, je pense que le gouvernement doit faire le même avec les zones rurales. Et moi, je demande aujourd'hui avec force, en plus ici, à Territoire d'Info, que le plan banlieue, il y ait un plan zone rurale avec exactement la même logique, c'est-à-dire avec la logique de s'attaquer... Vous êtes candidat pour vous en occuper ? Oh, vous savez, je pense qu'il y a des gens qui connaissent beaucoup mieux la ruralité que moi pour le faire. Et aujourd'hui, ce qui, moi, me paraît essentiel, c'est que de la même façon qu'on considère que les banlieues sont une France abandonnée, les zones rurales sont une France abandonnée. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Louis Borloo lorsqu'il parle d'apartheid, comme l'avait fait d'ailleurs Manuel Valls ? C'est pas un peu trop fort ? Non, je pense que ça n'est pas trop fort. Les gens qui ne vont pas au cœur de cette réalité ne peuvent pas le mesurer. Et c'est grave parce qu'en fait,
le terme ghetto, le terme apartheid, tous ces termes, en réalité, correspondent à une vraie réalité. C'est-à-dire que notre société a voulu empêcher un certain nombre de citoyens de... Volontairement. Oui. Volontairement, en construisant ce que j'appelle la cage, et en dorant la cage, avec des choses assez étonnantes. Moi, j'ai été très longtemps maire adjoint, 18 ans, de la ville de Garches, voisine de Rueil-Malmaison. À Rueil-Malmaison, il y a un quartier, la Fouilleuse, dans les Hauts-de-Seine, qui était un quartier extrêmement difficile. J'y suis retourné il y a quelques mois. Je voyais des jeunes qui, ils ont tout. Le maire a fait un travail formidable, mais ils ont tout. Ils ont, on leur met gratuitement des jeux, des animations, ce qui fait qu'au final, ils ne veulent plus sortir de ce quartier, qui sont tellement bien dans ce quartier que ça devient leur seul territoire. Or, moi, c'est ma conviction. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est que chacun de nos compatriotes, qui soit dans les banlieues, qui soit dans les zones rurales, ait la même chance que les autres, c'est-à-dire l'ouverture au monde. Sur le risque de repli communautaire, comment on règle ça? Est-ce que c'est à coup de milliards, en prenant les milliards des privatisations? Évidemment non. Je pense que d'ailleurs, il y a une dimension... 5 milliards, le fonds. 5 milliards, le fonds. Je pense que la question du communautarisme, c'est d'abord un déficit de république dans ces zones. C'est-à-dire que les religions ont pris le pas sur la République. En l'occurrence, ce sont souvent les plus radicaux qui mettent de l'ordre dans le quartier, qui vont offrir à la famille la capacité de tenir un peu le gamin qui commence à faire des actes violents. Et donc, on est dans des constructions qui sont extrêmement dangereuses. Mais à côté de ça, c'est aussi les religions qui font un travail parfois formidable. Je parlais de Roubaix tout à l'heure. Moi, je me souviens, j'ai été dans une... Je raconte dans le livre, d'ailleurs, j'ai été dans une école confessionnelle musulmane qui faisait un travail extraordinaire pour amener des jeunes jusqu'au bac. Mais quand je posais la question à ces jeunes, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et là, on est dans le déterminisme social. Chacun voulait devenir l'acteur social du quartier. Parce que chaque personne n'imaginait qu'il allait pouvoir s'ouvrir au monde. Donc je crois qu'il faut plus de République, il faut évidemment et c'est pour ça que ce rapport est important, il faut plus d'écoles, il faut investir massivement dans l'humain. Aux États-Unis, au Canada, j'en parle beaucoup dans le livre, mais aux États-Unis, au Canada, ils ont compris depuis longtemps que la francophonie, l'Afrique qui va devenir le nouveau territoire du développement mondial, oblige à investir sur les gens de racines africaines. On y vient justement. C'est Frédéric Lefebvre, l'ancien ministre délégué national d'Agir, qui est notre invité politique ce matin dans la matinale d'Info, Territoire d'Info. Vous avez été député des Français de l'étranger pour la circonscription des États-Unis et du Canada d'ailleurs. Vous avez même participé à l'investiture de Donald Trump, un des rares Français. Oui. Comment avez-vous jugé le voyage d'Emmanuel Macron là-bas? Le seul étranger même. Et vous avez accompagné également François Hollande dans ce type de voyage. C'était avec Obama. Dites-nous la comparaison entre les deux. Et Emmanuel Macron était là d'ailleurs dans ce voyage, puisque la visite d'État du président Hollande à l'invitation de Barack Obama, il y avait dans la délégation à laquelle je participais, il y avait un jeune homme, secrétaire général adjoint de l'Élysée, qui s'appelait Emmanuel Macron. Qui était Emmanuel Macron. Racontez-nous, vous avez vécu les deux. Alors, quelle comparaison? Alors, moi, je dirais plusieurs choses. D'abord, je pense que pour le président Hollande, c'était un exercice plus facile que pour le président Macron, puisque Donald Trump, c'est quand même une surprise à chaque porte qui s'ouvre. Et donc on voit bien à quel point ça a été, sur le plan humain, compliqué à gérer pour Emmanuel Macron. Ah, vous trouvez que c'était compliqué à gérer? Oui, ça a été. Vous avez senti quoi? Un malaise, une gêne depuis le début? J'ai senti beaucoup de moments difficiles. De la gêne. Lors de la dernière rencontre également? Lors de la dernière rencontre, bien sûr. Ouais. En fait, vous voulez dire c'était surjoué, là, cette proximité? C'est pas que c'est surjoué, c'est qu'en fait, c'est du win-win. Ils sont tous les deux gagnants. C'est-à-dire que il faut comprendre que c'est, pour le président Trump, absolument essentiel de montrer que, contrairement à ce qui se dit aux États-Unis, tous les chefs d'État qui comptent dans le monde entier ne lui tournent pas le dos. Donc c'était très important. C'était le match retour, parce que tout le monde l'oublie, d'une invitation... Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Exactement. Le 14 juillet. Donc, et en même temps, c'est absolument essentiel pour Emmanuel Macron, pour son leadership en Europe. Et regardez d'ailleurs comme
Angela Merkel, qui personne n'en Ouais. parle, et notamment aux États-Unis, Ouais. personne n'en pas une parle. visite Qui fait une Et visite c'est- de 3 heures. Ouais. Mais c'est pas une visite d'État. Oui, mais justement, Alors, le fait juste qu'il y ait une pour visite finir- d'État pour pour la finir France et pas là-dessus, pour l'Allemagne Frédéric Lefebvre. est un symbole. Est-ce qu'au fond, alors le show a été spectaculaire de la part d'Emmanuel Macron devant le Congrès, mais au final, pour quel résultat? Si on regarde sur l'accord iranien, il n'a pas réussi à convaincre le président américain, et même pire, il est obligé d'évoquer la création d'un nouvel accord. Alors, d'abord, moi, je serais un tout petit peu plus positif que vous sur la question de l'accord iranien. Pourquoi? Tout le monde le voit comme Emmanuel Macron a dû concéder parce qu'il y avait eu un accord qui est rejeté par le président américain. On peut le voir aussi d'une autre manière. C'est que pour la première fois, Donald Trump accepte l'idée qu'il puisse y avoir un accord avec l'Iran, même si ce n'est pas tout à fait sur les bases du précédent accord. Donc, Il vaut je pense- mieux un nouvel accord que pas d'accord du tout. il faut à un moment, vous savez, regardez ce qui se passe en Corée aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire de penser que peut-être on va rentrer enfin dans une phase de démilitarisation. Or là, tout le monde s'était moqué de Donald Trump, souvenez-vous, sur la Corée. Mais moi, je considère que sa diplomatie un peu originale contribue aussi, d'une certaine manière, à amener les gens, et c'est le cas avec la Corée, à bouger les choses. Donc rien n'est jamais simple en diplomatie. Si on revient sur la politique française, mais on va faire la transition, justement, est-ce que ça vous a choqué les propos de François Hollande, justement en parlant du couple Macron-Trump, du rôle passif de Macron? Est-ce que vous y avez vu, comme le porte-parole du gouvernement, des propos homophobes? Alors, moi, je n'y ai pas vu de propos homophobes, mais compte tenu des polémiques qu'il y a pu avoir, et notamment des fake news autour d'Emmanuel Macron, notamment au moment de la campagne, dont il avait dû se défendre publiquement, on peut, du coup, faire le lien avec l'homophobie. Je ne pense pas que ce soit du tout l'objectif du président Hollande dans ses propos. Je pense qu'on y voit par contre, évidemment, une forme de déception humaine dans les propos que tient aujourd'hui, d'abord qu'a écrit Non, mais la François question, c'est est-ce Hollande qu'un dans son ancien président de ouvrage. la République peut, à ce point-là, pointer son successeur qui revient juste d'un voyage d'État, quoi? C'est ça la question. Alors, c'est pour ça que je dis, on sent beaucoup de déception humaine dans Plus ce que ça, peut-être. Non, je pense pas que ce soit plus que ça, parce que je connais bien François Hollande. Je raconte dans le livre d'ailleurs plusieurs entretiens que j'ai pu avoir avec lui. Je pense que c'est quelqu'un qui est très humain, François Hollande. Et je pense qu'il sort avec énormément de blessures, notamment dans sa relation humaine avec Emmanuel Macron. parler de C'est la ce qu'il droite. l'explique. Je dis pas D'accord. que c'est bien, mais je On va pense parler de la droite ça maintenant. explique. Avec Respectons Rémi le Calimi. blessé alors. Alors, la droite. Frédéric Lefebvre, oui. La droite et Emmanuel Macron, peut-être d'abord. Est-ce que votre